Bien, alors peut-être avant de commencer, vous dire ma reconnaissance et ma grande émotion de vous retrouver tous aujourd'hui. Jamais, lorsqu'on avait lancé les entretiens, on aurait pensé rencontrer un tel succès et avoir autant de propositions de communication, 70 propositions de communication. Nous en avons retenu à peu près 58 et 60 pour un programme très très lourd, comme vous avez pu le constater sur les programmes justement qui vous sont mis à disposition pour les participants. Donc moi, à mon niveau, je vais bien évidemment vous présenter l'iconothèque historique de l'océan Indien. Certains connaissent déjà notre service culturel numérique innovant. L'objectif est de vous montrer peut-être sous un autre angle, en ayant une approche presque très didactique, très académique, et de décortiquer le libellé de cette institution qui interroge un peu toujours, aussi bien dans la maison ou ailleurs, d'iconothèque historique de l'océan Indien. Okay. Et c'est parti. Donc, j'ai 30 petites minutes, même un peu moins, pour vous présenter cette iconothèque. Je vais être très, très simple dans mes propos et essayer de ne pas vous parler ex cathedra pour vous présenter nos missions et nos ambitions également. Une iconothèque, étymologiquement eikon, teke, le lieu de conservation de l'image en grec, la boîte à images par extension, ici le fil conducteur de cette première partie. La boîte à images, une création alors contradictoirement ex nihilo et ex materia. Je m'expliquerai sur ce double aspect. Les contours d'un patrimoine iconographique, alors qu'est-ce qui est éligible à la patrimonialisation? Donc c'est une autre approche que celle évoquée par le professeur Lavedrine sur l'original, et enfin avant d'envisager la dématérialisation du patrimoine. Donc c'est une image protéiforme que nous conservons. Alors bien évidemment, nous n'avons pas l'exhaustivité des procédés techniques qui sont représentés dans cette banque d'images. Nous sommes un peu tributaires de ce que les sociétés coloniales, entre guillemets, nous ont transmis. Et nous avons essentiellement du dessin. Ici, un dessin de l'artiste peintre de Mauric. Ici, une peinture d'Adolphe Leroy du musée Léon Dierks. Une estampe également conservée au musée Léon Dierks qui représente un village Houve de Madagascar. Je ne sais pas si je prononce bien, et la boîte à images, la cascade de Rochester, ici à Maurice. Donc la photographie, l'estampe, la peinture et le dessin. Une création ex nihilo, oui, au départ, et je reprendrai les propos d'une ancienne directrice de la culture de l'État qui disait que c'était un service atypique. Atypique parce que nous n'avons pas la gestion multitechnique d'un bâtiment. Nous sommes virtuels dans la cité, on ne vous voit pas encore, que vous allez voir que de plus en plus il y a de la matérialité, et il va falloir lancer un premier chantier numérique qui est né dans la réflexion de l'École supérieure d'art et qui a pris son enracinement à l'international avec une proposition au Conseil des chefs d'État d'un sommet de l'océan Indien, de la Commission de l'océan Indien, qui réunit, pour information pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à Madagascar, les Comores, Maurice, les Seychelles et la Réunion France. Donc, premier chantier numérique lancé en 2005 au niveau de la Réunion. Donc, on partait de rien. Il a fallu vraiment avoir une approche presque empirique du projet. Premier projet culturel transversal, avec les collègues qui sont là, certains sont là aujourd'hui. J'y reviendrai un peu plus tard. Premier service culturel dédié au numérique. Nous sommes en 2005 et je peux vous assurer que la mise en œuvre d'un tel projet va quand même dérouter certains professionnels. Je m'y attarderai un peu plus tard également, et une aventure humaine, parce qu'au départ, je suis tout simplement seul. Je suis un chef de projet aux archives départementales, parfois identifié d'ailleurs comme un agent des archives départementales, donc on va faire un travail pédagogique là aussi là-dessus. Et une aventure humaine parce que depuis, l'équipe s'est étoffée. Donc vous avez quelques agents qui sont là aujourd'hui, Maëlle, Christine et David, je les cite à la romaine. Mais nous sommes une équipe de 7 personnes, 7 cadres, parce qu'il y a quand même une technicité pour travailler sur l'image, comme vous l'avez dit, et on est loin de votre niveau d'identification, en tout cas, des procédés techniques. Une aventure humaine. Mais finalement aussi une création ex materia, parce que nous ne partons pas de rien non plus. Il va falloir trouver
le matériau iconique, il va falloir trouver ces images. Et il va falloir mettre tout le monde autour d'une table, et je peux vous assurer que si vous mettez des conservateurs de musées, d'archives et de bibliothèques autour d'une table, tous n'ont pas la même appréhension de l'image, n'ont pas la même approche professionnelle en termes de priorité du matériau iconographique. Et je vous rappelle, au départ, je me situe aux archives départementales, donc vous pouvez imaginer comment je suis un peu identifié pour un projet transversal. Mais depuis, les choses ont considérablement évolué. Le but étant aussi de dématérialiser ce patrimoine, donc d'un patrimoine tangible, en quelque sorte, devient virtuel. C'est un moyen d'accéder au patrimoine, mais ce n'est pas une fin en soi, on est bien d'accord. Rien ne remplace la conservation de l'original, et sans originaux, nous n'avons pas de numérisation. Donc l'impérieuse nécessité de conserver les originaux, parce que de maintes reprises, nous avons entendu dans nos démarches partenariales, entendre dire si on a numérisé, va des rétros, les supports originaux, puisqu'ils finalement ils sont devenus numériques. Là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord et on dématérialise et on va presque déposséder pour certains conservateurs leurs fonds pour les mettre sur des terminaux connectés. Il s'agissait essentiellement là d'envisager l'accessibilité aux fonds iconographiques. Encore une fois, c'est un moyen de communication. Vous allez voir qu'on essaie de travailler aussi de manière assez fine, alors pas toujours, mais sur la description de l'image. Les contours d'un patrimoine iconographique. Qu'est-ce qui est éligible à la patrimonialisation, en quelque sorte ? Bien évidemment, vous allez me dire, les Beaux-Arts, cela va de soi. Qui sait, là, dans la salle, qu'il y a des caillebottes qui sont conservées à La Réunion ou un autoportrait de Cézanne? Je vous invite à aller au musée Léon Dierx. Il y a quand même des collections assez exceptionnelles grâce à des mécènes qui ont pu ramener ces œuvres d'art dans l'océan Indien. Mais j'ai envie de dire, et là il y a un petit problème... Peut-être que ça s'est suspendu, ça va revenir, voilà. Oui, mais on n'a pas envie d'entrevoir ce patrimoine iconographique de manière restrictive, bien évidemment, une banque avec des images Beaux-Arts, mais la photo ethnographique, la photo de famille nous intéresse également. Et allons même plus loin, la photo politique de ce photo-reportage de la visite du général de Gaulle à La Réunion en 1959. Allusion ici au fond à Albany, dont la commissaire est dans la salle. Très rapidement, 100 000 images identifiées, 30 000 en ligne, 14 000 estampes, 10 000 photographies, 1500 dessins, 460 peintures. La dématérialisation du patrimoine iconographique, le fil conducteur là aussi, la collecte, la numérisation, la description de l'image, la publication et la valorisation. La collecte se fait bien évidemment avec toutes les institutions partenaires et qui ont contribué à la naissance de ce projet, donc les archives départementales, bibliothèques départementales, musée d'art Léon Dierx, musée historique de Villèle et le muséum d'histoire naturelle. Mais pas seulement. Nous allons aussi aller démarcher des fonds privés. Donc vous avez l'une des propriétaires qui se trouve dans cette salle pour cette estampe de James Harper. Le plus souvent, alors la question qu'on se pose, parce qu'on fait aussi de la recherche au niveau de l'image, c'est est-ce que les fonds privés sont des biens communs? Donc ça anime un petit peu la profession actuellement, ce type de débat. Et je pense que la base de cette collecte de fonds privés est essentiellement une relation de confiance. Alors oui, le temps peut être long, c'est parfois 10 années de tractation avant que ces fonds deviennent des fonds disponibles, en tout cas pour l'ensemble des internautes ou des visiteurs, si ces fonds sont acquis par des institutions classiques, entre guillemets. Dématérialisation du patrimoine iconographique par le biais de la numérisation.
Alors, pour parler technique, nous avons 2 digibooks. L'un se trouve au SCD, et la directrice est là aujourd'hui, l'autre aux archives départementales que nous mutualisons. Et après, nous travaillons aussi avec des appareils photo, et vous allez le voir à l'international, on a travaillé essentiellement sur des appareils photo avec des quilles d'éclairage pour envisager quelque chose de beaucoup plus souple. Jean-Gabriel Lopez était là pour une initiation aux techniques de numérisation en 2018 lors d'un séminaire à Maurice. Alors, ça a ses avantages, et ses inconvénients, parce que il n'y a pas d'autofocus sur ce type d'appareil. Donc, vous imaginez, pour un opérateur numérisation, il faut lui donner à peu près le même type de format. Sinon, il est obligé de faire les réglages à chaque fois. Et c'est une perte de temps en termes de traitement de l'image. La description, extrêmement chronophage. Alors là, je vais parler aussi un langage technique sur 2 normes. Une norme ISO du Dublin Core Metadata avec 15 champs assez libres pour renseigner l'image et qui permet d'envisager l'interopérabilité. C'est sous le fonctionnement, le type de description classique de Gallica, par exemple. Mais aussi un double affichage, donc un affichage hybride en l'occurrence, avec la norme du catalogage de l'image fixe utilisée par les bibliothécaires et qui est un langage extrêmement technique et pas accessible au public lambda. Dématérialisation pour une mise en ligne sur la matrice. C'est à partir de la banque d'images que nous allons pouvoir envisager tous les usages culturels innovants au service des publics. Par le biais d'abord, la couleur là, elle ne rend pas très bien, par le biais d'expositions virtuelles sur des thèmes qui peuvent être des thèmes calendaires par exemple, comme le 20 décembre, où on informe la communauté des internautes de nouvelles mises en ligne, de nouvelles sources iconographiques sur l'esclavage. Donc il y a des images sur l'esclavage, professeur Martini, donc il n'y a pas un vide. Il est clair qu'on n'a pas une représentation, en tout cas équivalente à celle d'autres franges de la société, mais néanmoins elle existe. Je pense notamment à ces magnifiques tirages photographiques du musée des arts décoratifs de Constant Azéma que je vous invite à découvrir et qui sont absolument fabuleux. Alors, ce sont des photographies postérieures à l'abolition de l'esclavage. On est dans les années 1870. La valorisation qui passe aussi, il n'est plus présent, je pense, Lionel Laurette, mais par notre petit atelier des images qui a été fait, par exemple, à partir du peuplement de la Réunion, donc toute une série d'images qui documentent. Et on a beaucoup travaillé. Là aussi, on a parlé tout à l'heure de narration. À mon sens, la narration est importante. Même lorsqu'on fait de la valorisation, on ne peut pas montrer n'importe quoi. Il faut toujours l'accompagner d'un texte. Mais un texte, la légende peut fixer aussi le regard. Puisque vous demandez, alors souvent nous sommes confrontés à des images qui sont muettes. Or, on va émettre des titres factices qu'on va représenter toujours entre crochets pour dire que ce titre a été créé pour les besoins de l'interprétation d'image. Bon, peut-être qu'on en parlera un peu cet après-midi. Néanmoins, il faut y avoir ce doute inquisiteur par rapport à l'objet iconique, puisque ce titre est perfectible, et justement cette manière de mettre les crochets permet de dire que c'est toujours perfectible et qu'il faut prendre cette manière de fixer le regard avec des pincettes. Voilà, et que ça peut être mis en question du jour au lendemain avec l'apport de nouvelles recherches scientifiques. Des usages culturels innovants avec les tables numériques, la vice-présidente vous en parlait, alors c'est même plusieurs mois, c'est même 6 mois à l'avance maintenant qu'il faut réserver ces tables numériques, avec des contenus pédagogiques qui ont été réalisés en partenariat avec des enseignants et qui circulent dans les établissements scolaires. Une boutique, alors une boutique, vous allez me dire, oui, bon, ben voilà, on cède au marketing culturel, oui, mais on est sur de toutes petites collections et sur tous les produits dérivés que vous avez toujours une notice historique qui accompagne chaque produit qui est vendu. Donc c'est un moyen quand même d'essayer de faire passer un message. Une iconothèque historique, ensuite,
Alors, l'histoire des images, je commence par une citation, va de pair avec celle d'une constante suspicion à leur encontre, qui depuis la nuit des temps n'a jamais été levée, iconophobe, iconophile, iconoclaste, débattent, adulent, s'opposent, s'agressent à son sujet. De fait, les images représentent, racontent, séduisent, envoûtent, abusent et leur statut reste souvent énigmatique. On en a vu plusieurs exemples ce matin. Pour la période chronologique couverte, des images du XVIe siècle, avec l'une des plus anciennes images que nous diffusons du XVIe siècle, ici avec une mise en tombeau non identifiée, dont l'artiste n'est pas identifié, conservée au musée Léon Dierks, jusque pratiquement à l'histoire du temps présent, avec cette image du fonds privé Jean Legros des années 1960. De l'icône à la prolifération des images, comment essayer, justement, on en parlait, et là je pense que tous les intervenants en ont parlé, sur cette prolifération des images. Moi j'ai même utilisé le terme de médiacratie moderne. Dans ce flux, on a l'impression qu'on est, alors on aura une intervention là-dessus sur le droit à l'image cet après-midi, dans une zone de non-droit. Et vous retrouvez, je pense que... j'avais vu l'ayant droit de Jean Kolb tout à l'heure, des gens qui identifient une image, qui diffusent sur les réseaux sociaux, mais avec des droits d'auteur qui courent toujours. Donc, bon, voilà, là c'est un vrai problème de culture de l'image sur laquelle nous devons tous travailler. Et aujourd'hui, là aussi, je pense que le professeur Martini l'a montré ce matin, qu'aucun lieu n'est à l'abri de cette prolifération d'images, aucun pays, quel que soit son mode de gouvernance, ne pourra totalement en maîtriser ni la présence, ni les incidences. Et puis, il y a l'avenir. Tout ce qui est produit sous une forme numérique aujourd'hui commence à nous intéresser. Alors, ça nous pose aussi des questions, parce que la photographie est désormais majoritairement numérique. Et certaines photographes viennent frapper à la porte de l'Iconothèque en disant, ben voilà, ces nouvelles images numériques sont appelées à devenir historiques. Donc, l'UNESCO a bien défini ce patrimoine numérique qui se compose de ressources uniques dans les domaines de la connaissance et de l'expression humaine, créées numériquement ou converties sous une forme numérique à partir de ressources analogiques existantes. Lorsque des ressources sont d'origine numérique, c'est qu'elles existent uniquement sous une forme numérique initiale. Donc, les contours de ce nouveau patrimoine sont à appréhender. Nous avons tous les dispositifs, enfin toutes les pratiques professionnelles pour les décrire. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un tri ? Donc on n'est plus du tout dans cette photographie patrimoniale au sens classique où on l'entend. Ça rebat un peu les cartes et en tout cas, ça nous pose question à l'Iconothèque. Et puis poser des repères, alors bien évidemment le catalogage et l'indexation, c'est-à-dire la description analytique dont je parlais tout à l'heure avec la norme AFNOR et la norme ISO permettent d'avoir une fiche d'identité de l'image, mais aussi la description intellectuelle de ce contenu. Ce sont les fameux descripteurs que vous ne voyez pas, vous, dans la banque d'images, et lorsque vous avez interrogé cette banque d'images, vont ramener ces images. Et là, c'est tout un travail complexe. C'est un travail qui, souvent, d'une culture à l'autre, va être complètement différent. Tout le monde n'a pas le même regard de l'image, donc vous imaginez que sur la pluralité des descripteurs, vous pouvez avoir même deux personnes qui vont avoir des descripteurs complètement différents à partir d'une image. Et puis remettre cette image dans un contexte historique, l'ayant droit du fonds Ponama est là. Si on n'a pas des éléments historiques sur la déclaration de l'ONU sur l'océan Indien, océan de paix en 1972, on ne pourra pas comprendre cette conférence internationale sur la paix et la présence de ce réunionnais Jean-Baptiste Ponama qui serre la main d'Indira Gandhi. Mais je pense qu'Elisabeth Ponama va revenir sur ces aspects dans notre table ronde sur la collecte de l'image cet après-midi. Et enfin, une iconothèque historique de l'océan Indien. Donc, cette iconothèque née à l'international et
Alors, je ne sais pas si j'ai après, oui, je vais revenir sur la citation. C'est ce sentiment d'appartenance des populations à un même ensemble géographique, humain et culturel qui est à la base même de l'idée d'Indiane-Océanie, qui est un néologisme qui en fait a été inventé par le poète Camille d'Orville, tout à fait, que je cite là, et qui formule l'idée que notre métissage psychique et biologique a donné naissance à un nouvel humanisme de cœur de l'océan Indien. Il le nomme Indian-océanisme, et l'histoire, justement, peut aider à rapprocher ces peuples. Je vais parler aussi de ce développement à l'international qui se fait dans un contexte géopolitique particulier, où la France a une histoire coloniale dans la région et elle ne va pas s'adresser à Madagascar, aux Mauriciens, aux Seychelles, à tous les partenaires de la zone, de la même manière que le ferait un Français de France continentale. Il y a une manière d'être français à 10 000 km et forcément, nous allons être dans une posture de dialogue interculturel et de respect, bien évidemment, pour envisager des partenariats constructifs. Iconothèque historique de l'océan Indien, parce que l'iconothèque naît dans un contexte international à la suite du sommet des chefs d'État que j'évoquais précédemment. Au départ, on entrevoit l'océan Indien depuis la Réunion. C'est-à-dire que nous avons des fonds et des collections qui couvrent cette zone géographique de l'océan Indien. Et puis on se dit, pour être cohérent, si on veut vraiment avoir cette dimension indien-océanique, il va falloir aller frapper à la porte des voisins en disant, est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble? Est-ce qu'on a un intérêt à travailler ensemble? Bon, je pense que tous autour de la table, on a déjà été en contact. Là, aucun visage ne m'est inconnu. Et c'est là qu'au départ, on est avec une seule institution, M. Essac, les Archives nationales des Seychelles, qui, dès les débuts du projet, vont mettre à disposition toute une série d'images sur les esclaves libérés aux Seychelles, magnifique galerie de portraits d'esclaves qui ont été libérés parce que la traite continue, malheureusement, après l'abolition de la traite, et ils vont être libérés par des navires britanniques sur le territoire des Seychelles, et certains vont faire souche aux Seychelles. Donc nous sommes sur une trentaine de partenaires nationaux, privés et étrangers, et on va vraiment structurer cette mise en réseau des patrimoines iconographiques de l'océan Indien avec les fonds européens qui, à 2 reprises, vont permettre de développer ce projet à l'international. Alors forcément, ce n'est pas évident, parce que vous arrivez avec un projet clé en main qui ne correspond peut-être pas aux attentes des institutions partenaires. Il va falloir faire comprendre qu'il y a une synthèse à faire et qu'il y a des moyens humains, techniques, à récupérer dans ce rééquilibrage géographique, et chacun doit y trouver sa part. Alors, Jean-Gabriel va se reconnaître puisqu'il a participé à cette initiation à Maurice en 2018 avec des acteurs de l'océan Indien en nous ramenant des daguerréotypes, des ferrotypes, donc une véritable culture générale que nous n'avons pas à La Réunion d'ailleurs, en tout cas dans les collections publiques, pas de daguerréotypes, il y en a à Maurice, je crois que Frédéric Bréville en parlera d'ici vendredi. Mais c'était éminemment intéressant. Nous manquons de compétences pour identifier les procédés techniques. Et j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure votre recommandation sur la manière d'identifier un minima, c'est-à-dire de mettre tout simplement qu'on est face à un tirage positif, un négatif, avant d'envisager de se lancer dans une identification un peu plus précise. Et c'est ce que nous faisons, vous allez pouvoir le vérifier sur le site, et de commettre des erreurs, mais on a un besoin de formation effectivement complémentaire sur ces aspects. Deuxième temps, celui de la création d'un réseau de professionnels, essentiellement autour de la description de l'image et des enjeux juridiques de l'image. Donc ça, c'est une première phase du projet de 2018 à 2020, et un début de valorisation avec des expositions virtuelles qui permettent de montrer les fonds qui sont partagés. Deuxième étape, peut-être la moins évidente pour nos partenaires, mais c'est vrai que c'est une démarche très franco-française de se dire on fait ce travail pour des publics.
Donc là aussi, il a fallu convaincre en se disant, nous, nos missions, elles ne sont pas uniquement des missions de conservation préventive, alors encore moins peut-être à l'Iconothèque, qui essentiellement se positionne sur la diffusion, la numérisation et la diffusion, mais on fait ce travail pour transmettre, pour communiquer à des publics, et nous avons essayé de le faire avec plusieurs publics cibles. D'abord les jeunes, avec une deuxième étape de financement européen sur les transmissions pédagogiques, avec des jumelages entre le lycée français de Maputo et le collège de Bourbon, ici à La Réunion, Descobre a Mina Cidade et Découvre ma ville, donc des échanges, des regards croisés entre les deux villes. L'organisation, la vice-présidente a parlé d'un premier concours photographique monument de beauté de l'océan Indien dont les Mahorais ont remporté le premier prix avec un séjour culturel. Et enfin, deuxième étape, les résidences d'artistes, patrimoine iconographique de l'océan Indien, 6 bourses sur 6 territoires pour encourager la création artistique à partir d'un matériau patrimonial, entre guillemets, pour... alors vous avez Maef, ici, pour Madagascar. Vous avez également les lianes de Mathilde Derry, dont vous pourrez voir quelques planches lorsque nous serons archidépartementales. Bred, Rita Boadour, je crois qu'il y a un vernissage en septembre. Bon, Dipa Boadour. Ah oui, c'est pas Rita, c'est Dipa Boadour, désolé. Il y a une erreur de frappe. Bad Coffee à Mayotte qui a choisi de mélanger, de donner une interprétation d'une femme plurielle de l'océan Indien. Ryan Shetty, qui a travaillé justement sur ces portraits d'esclaves libérés aux Seychelles. Et la dernière résidence en date de Dusianu Tupia de Lara de Souza au Mozambique. Nous en venons maintenant aux entretiens du patrimoine iconographique de l'océan Indien. Nous avons souhaité que ces entretiens ne soient pas dans un format entre soi, entre scientifiques. Nous avons volontairement ouvert à l'ensemble de la communauté, entre guillemets, aussi bien des artistes que des professionnels de l'image, dans le monde de l'édition par exemple, ou encore des élèves qui vont vous présenter les ateliers le dernier jour. Le professeur Rollet est là pour essayer vraiment de fédérer autour de l'image. Les entretiens, alors ici une allusion au kabar, peut-être que l'un des magages fera un kabar pendant ces entretiens, une prise de parole, cette joutota oratoire, donc ça serait quand même très intéressant. Les principaux axes, je ne reviendrai pas là-dessus, donc c'est un état des lieux de la connaissance, encourager la recherche et montrer ce qui a été fait à partir des sources iconographiques. Et je dirais pour conclure que l'histoire invite à être humble. Face à l'image, l'historien est très incertain de ses méthodes, de sa manière de connaître. Il ne peut guère être satisfait des principes d'une histoire rationnelle où tout est lisse, explicable, lisible. Son expérience de la vie, du temps, lui montre combien cette vision est réductrice, hasardeuse, parfois même erronée, et qu'elle peut altérer le jugement et déformer la vision. Bienvenue à toutes sur notre petit territoire, La Réunion. Voir, c'est décrypter. Je vous remercie de votre attention.